Il n'est sans doute pas abusif de considérer L'étrangleur de Boston comme un des meilleurs films américains de 1968. À partir d'un fait divers, qui fut également utilisé par Jack Smythe pour Le refroidisseur de dames, et la différence de traitement entre les deux films accentue les qualités du premier, Richard Fleischer réussit, avec la complicité d'Edward Anhalt, un des meilleurs scénaristes actuels d'Hollywood, auteur notamment de 7 secondes en enfer de John Sturges et de La folle de Chaillot, la gageure de mener de front un film policier dans la grande tradition du film noir, une analyse psychologique, une étude de mœurs débouchant sur un portrait sans fard de la société américaine. Sur le plan de l'intérêt dramatique, L'étrangleur de Boston n'a rien à envier au récent et quelque peu surfait Détective de Gordon Douglas. La longue série de meurtres de la première partie du film est un modèle de suspense, l'angoisse née de l'impuissance à endiguer une vague de crimes, face à laquelle la police, totalement démunie, en vient à poursuivre tous les détraqués et à faire appel à des radiesthésistes juste capables de lui désigner un pauvre névrosé totalement innocent. L'émiettement, la dispersion de l'enquête, trouvent un écho formel très réussi dans l'utilisation du polyscénar. À maintes reprises, l'image en cinémascope se divise pour présenter différents aspects d'une même séquence. Tantôt un gros plan qui n'est qu'un détail de l'image voisine, tantôt 2 plans enregistrés de part et d'autre d'une cloison, par exemple des gens alarmés sur le palier et la chambre obscure où se trouve la victime. Cette tentative d'éclatement de l'image, déjà expérimentée dans l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, mais avec infiniment moins de bonheur, si elle prend quelquefois l'allure d'un procédé gênant, offre aussi de singuliers raccourcis et parvient même à communiquer l'étrange sensation d'une réalité multiforme et partant insaisissable. Presque sans transition, la seconde partie du film se développe en une longue confrontation entre le meurtrier qui souffre de dédoublement de la personnalité et le policier chargé de le ramener à une claire conscience de ses actes criminels. De longs plans séquences entre 4 murs blancs qui contrastent avec la multiplicité des points de vue de la première partie vont opposer l'enquêteur et l'assassin devenu victime. Le drame qui se joue, c'est celui d'une conscience qui sent peu à peu affleurer en elle tout un passé d'horreur et qui se détruit irrémédiablement. Sous le poids de cette révélation, le drame, c'est aussi celui du policier, qui accomplit un assassinat moral en amenant son prisonnier à une prise de conscience destructrice. Ainsi, dans une fin admirable, l'on ne sait plus très bien qui est le véritable coupable. Et la folie du meurtrier rend insupportables les procédés d'une société cherchant coûte que coûte à se protéger. En filigrane, L'étrangleur de Boston condamne une société en dénonçant ses tares. Avec un style infiniment moins didactique ou spectaculaire que celui utilisé par d'autres productions récentes, le film de Fleischer met en lumière les sursauts d'une ville apeurée qui ne recule devant aucun moyen pour assurer sa tranquillité. Rarement n'avaient été aussi bien démontés les rouages et les contradictions d'un système policier dépendant des autorités municipales et pris entre la hargne d'une opinion publique sans cesse tenue en haleine par la bassesse des milieux politiques, qui ne voient dans les affaires criminelles que l'occasion de faire parler d'eux. L'arrière-plan du film laisse ainsi se déployer une ville omniprésente, au demeurant la puritaine Boston, qui pèse de toute son hypocrisie pour faire triompher, malgré les détraqués, les pervertis, les corrompus, les assassins, l'ordre moral. Ainsi, quoique les défauts n'en soient pas complètement absents, le film de Fleischer appartient à la catégorie privilégiée des œuvres qui dénoncent les violences et contradictions de la société américaine. Fleischer, auteur sous-estimé, parce qu'inégal, n'en réussit pas moins une des entreprises les plus courageuses de ces derniers temps et poursuit, avec L'étrangleur de Boston, une analyse commencée depuis quelques années avec La fille sur la balançoire, Duel dans la boue, Les inconnus dans la ville, Le temps de la colère. Le meilleur de son œuvre est parcouru par un réalisme critique fondé sur une acuité du regard qu'il faudra bien se décider à placer à sa juste valeur. Que dire, pour terminer, de ses qualités de directeur d'acteur, donnant notamment à Henry Fonda et surtout à Tony Curtis l'occasion de trouver dans leur personnage l'un des plus beaux rôles de leur carrière. Il faut souligner en particulier la performance de Tony Curtis. Nous ne voyons plus l'acteur dans le rôle de l'étrangleur,
C'est l'étrangleur qui prend pour quelques heures les traits du comédien. Jean Agili. Cinéma 69, avril 1969.